Le moteur de la grosse voiture grise d'oncle Len vrombit paisiblement. Dehors, le monde est d'un noir humide d'encre fraîche, percé du passage régulier des réverbères orangés. Je remue, piégé dans ce demi-sommeil qui laisse encore espérer un retour dans les profondeurs oniriques. Le tiraillement de la ceinture de sécurité sur mon cou, alors que ma joue glisse sur le cuir lisse et parfumé de la banquette arrière, finit par m'arracher définitivement aux griffes de Morphée. Les paupières encore lourdes, je tourne mon regard fatigué vers le siège conducteur. Oncle Len fixe la route de ses petits yeux noirs sans ciller. Je bâille. Un sourire vient éclairer le visage rebondi. « Tu as bien dormi à ce que je vois. Tu en avais bien besoin. » C'est vrai que nous sommes partis de la maison tôt ce matin. Je me demande comment vont Tante, Mei, Yann et Bao. Si seulement Bao était là, il aurait pu me rassurer. Mais oncle Len ne voulait prendre qu'une personne, et c'est à moi qu'il a proposé. Ça n'a pas fait plaisir à Mei. Maintenant, elle ne pourra plus me prendre de haut, sous prétexte que je n'ai jamais quitté la maison. En pensant à ce qui m'attend, j'ai une boule dans le ventre. Je sais que les sorties ne se passent pas toujours bien. Tian n'est jamais revenu de sa deuxième expédition, un coup dur pour toute la famille. La voiture s'arrête dans un endroit bien éclairé, le péage. La vitre s'abaisse, puis se relève. La voiture redémarre. Il y a maintenant bien plus de lumière qui filtre à travers les vitres teintées. Les enseignes publicitaires aux couleurs éclatantes brillent dans les ténèbres détrempées de la nuit, comme des étoiles sur le point de se faire dévorer. Parfaitement éveillé, j'observe la ville avec avidité. Mei et Bao m'ont déjà raconté comment c'est, mais le voir en vrai est bien différent. Oncle Len nous conduit en silence dans les rues, la voiture ayant basculé sur la composante électrique du moteur hybride. Alors que nous nous éloignons du centre-ville, les enseignes tapageuses s'estompent pour céder la place aux angles sombres de grands immeubles de verre et de métal. Nous nous arrêtons sur un petit parking à ciel ouvert et oncle Len se tourne vers moi. « Tout va bien? Tu te sens prête ?» Je sais très bien que je pourrais répondre non. Oncle Len nous ramènerait à la maison tout de suite et ne m'en voudrait pas. Mais combien de temps s'écoulera avant que j'ai à nouveau la possibilité de faire mes preuves, de montrer que je peux être considéré comme une adulte à part entière. Une lueur de défi dans le regard, j'acquiesce gravement. Le visage d'oncle Len s'illumine d'un grand sourire. Superbe. Allons-y. Nous traversons le parking, protégé du crachin par le grand parapluie d'oncle Len. Je tente d'éviter les larges flaques sombres qui s'étalent sur l'asphalte, tout en restant à l'abri du parapluie. C'est particulièrement difficile, surtout avec ma tenue. Quand nous arrivons à l'abri de l'imposante stature de l'immeuble, l'ourlet de ma robe est alourdi d'eau sale. Mais qu'importe, elle sera tachée de toute façon. Oncle Len extirpe un badge gris métallisé de sa poche et le passe sur le lecteur qui bourdonne et affiche une lumière verte engageante. La porte s'ouvre avec un déclic qui résonne dans le grand hall marbré. Les semelles de mes petites chaussures de toile couinent sur le sol, tandis que je m'avance dans l'espace, bouche bée face à cette perfection polie, à peine éclairée par les lumières de la rue. Soudain, je comprends la fascination de nos ancêtres pour les gargantuesques temples de marbre. Tout est si absolu, pas un défaut, pas une saillie. La seule concession à l'organique dans ce décor minéral est le long comptoir de bois laqué au centre de la pièce. Deux grandes statues de métal, figurant des hommes barbus, maniant d'étranges instruments, viennent parachever ce tableau. Soudain, mon admiration s'envole. À quel point faut-il être détaché de la nature pour apprécier un tel décor? À quel point faut-il avoir répudié sa propre nature? Mes interrogations sont interrompues par la main d'oncle Len sur mon épaule. Il me fait un signe en direction des ascenseurs dans les coins opposés du hall. Il se met en marche d'un pas à la légèreté étonnante pour un homme de sa stature. Un pas de chasseur. Je connais bien cette démarche pour l'avoir vu enseigner à Bao et Tian, mais elle me plonge toujours dans une admiration fascinée. Ce soir cependant, pas le temps de s'énerver. Je lui emboîte le pas, tâchant de mon mieux d'être aussi silencieuse que lui. Quand nous arrivons à l'ascenseur, oncle Len presse le bouton d'appel, puis se tourne vers moi. « Tu vas y arriver, ma grande, je le sais. Au moins de temps qu'il nous faut pour le dire, nous serons de retour à la maison. » Je souris bravement, même si mon cœur est serré d'appréhension. Je peux presque sentir la lune approcher de son zénith. Une lune parfaitement pleine,
ronde comme une femelle sur le point de mettre bas. Mon pâle sourire se mue en grimace, alors que mes entrailles sont traversées d'échardes de douleur. Oncle Len pose une main rassurante sur mon bras. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et nous entrons dans la cabine, éclairée d'une lumière blanche aseptisée. Oncle Len appuie sur le bouton du premier sous-sol et nous descendons dans un ronronnement mécanique. Lorsque les portes s'ouvrent à nouveau, nous sommes accueillis par une vague de chaleur et un vrombissement omniprésent. Face à nous, dans la pénombre, des armoires de verre et de métal se dressent à l'infini, parcourues de lumière clignotante. Et au cœur de ces machines infernales, je frissonne malgré la température élevée. Nous nous avançons dans la pièce aux dimensions colossales. Ce sous-sol s'étend vraisemblablement sur plusieurs immeubles pour être aussi grand. Je me rappelle les nombreux boutons sous celui que nous avons pressé. 9 sous-sols de cette ampleur. Après quelques minutes de marche, nous nous arrêtons à l'intersection de 2 grandes allées. Mes maux de ventre n'ont fait qu'empirer. J'aimerais pouvoir les imputer au seul stress. On va se mettre ici. Ça a l'air à peu près central. Installe-toi. Je m'allonge sur le manteau qu'oncle Len a étendu, sur le sol lisse et dur. Je pratique les exercices de respiration que j'ai appris de tante pour calmer mon stress et les douloureuses contractions musculaires qui commencent à parcourir tout mon abdomen. Alors que la lune approche de son apogée, je le sens soudain en moi. Il n'est encore qu'une chose minuscule, mais il grandit, appelé par des forces qui me sont supérieures. Mais s'il veut passer par moi, il devra se plier à ma volonté. Je ferme les yeux et me focalise sur mon ventre qui gonfle peu à peu. Je perçois sa faim, comme un éclat de cristal dans ma faible chair. Lentement, mon esprit l'entoure et dresse des barrières musculaires concentriques autour de cet embryon enragé. Mes protections ne tiendront pas longtemps, mais cet être ne le sait pas. Lentement, délicatement, je presse ici et là, jusqu'à trouver un point sensible. Puis je nous connecte. Sa haine me repousse, comme un torrent impétueux qu'on voudrait remonter à contre-courant. Mais je tiens bon. Puis, alors qu'il voit que je suis plus forte, il tente de s'échapper, griffant furieusement mes chairs en direction de la sortie. La douleur est intense, mais j'ai connu bien pire et je le retiens en moi. Si cet avorton croit me faire plier ainsi, il se trompe. Enfin, il se soumet. Bien. Je lui imprime la première loi. Respecte la chair de ta chair. Puis la deuxième, et le reste. Et enfin la troisième, que j'ajoute à contre-cœur. Mon enfant est maintenant prêt. Je relâche son petit corps tranchant pour qu'il puisse grandir librement et lui transmets tout mon amour. Puis j'abandonne la lutte et les brumes de l'inconscient me rattrapent. La voiture s'arrête dans l'allée et devant moi se dresse la maison, tout en circonvolution harmonieuse de pierres nues. Tante, Tiane, Bao, Mei et Yann courent vers la voiture pour nous accueillir. Oncle Len descend et nous prend dans ses bras et nous fait tourner. Tourner. Je n'ai pas revu Tiane depuis près de 2 ans, et Tante n'est plus ainsi depuis bien longtemps. Avant même que le rêve ne commence à s'estomper, je sais qu'il va m'échapper. Je les serre de toutes mes forces, mais leur chair rieuse m'échappe et se délite. Je me réveille dans le sous-sol, plongé cette fois-ci dans une obscurité presque parfaite. À mes côtés, j'entends la respiration d'oncle Len, profonde, rythmée, rassurante. Et puis je le perçois, mon enfant, le premier, tout autour de nous, en attente de mon ordre. Et enfin la douleur parvient à me cerveau. C'est comme si chaque centimètre cube de chair entre mes genoux et ma poitrine avait été roué de coups. J'essaye de m'asseoir, mais mes forces me trahissent. Je me retrouve allongé. L'un des bras puissants d'oncle Len vient de me soutenir, suivi du second. Je me sens soulevé de terre, puis nous nous mettons en mouvement. Tout va bien se passer, Ellie, murmure oncle Len. On va rentrer et tu pourras te reposer autant que tu voudras. Je ressens une bouffée de fierté. J'ai réussi. Je suis une femme. Nous reprenons l'ascenseur, laissons mon rejeton derrière nous. Je le sens grandir, prendre des forces,
pour accomplir sa mission. Je garderai le lien avec lui jusqu'au bout. Nous traversons le hall dans l'autre sens, le balancement régulier du corps d'Oncle Len me berçant doucement. Oncle Len arrive à la porte et presse le bouton d'ouverture. Un bourdonnement déplaisant et une lueur rouge lui refusent le passage. Autour de moi, je sens les muscles massifs se tendre brusquement. Il suffit de 2 larges coups de pied de mon protecteur pour faire voler la porte hors de ses gonds, à plusieurs mètres de là. Oncle Len court sous la pluie en direction de la voiture. Un coup de tonnerre résonne, puis un deuxième, puis un autre. Non, ce n'est pas le tonnerre, on nous tire dessus. Plusieurs impacts sourds retentissent dans le dos d'Oncle Len, mais sa course ne ralentit pas pour autant. Chacune de ses enjambées me paraît un bond de géant en direction de la voiture. Enfin, nous nous mettons à couvert derrière la haute stature métallique. Oncle Len me dépose sur l'asphalte humide. « Elle a été sabotée », grogne-t-il en jetant un regard en direction des roues. « Je vais m'occuper d'eux. Cours te mettre à l'abri, je viendrai te chercher. Mais d'abord, tu dois relâcher la fureur de ton fils. » Il s'ébroue et un tintement métallique retentit alors que les balles logées dans son cuir dorsal tombent au sol. Puis il se dresse, moi qui le croyais grand. Son costume gris se déchire lentement sous toute la longueur du dos pour permettre de déployer tous ses appendices. Il en va de même pour le pantalon. Sans même attendre d'être complètement déployé, il quitte le couvert de notre véhicule en courant. Une rafale de coups de feu se fait entendre. Tremblante, je me redresse. Je cherche le lien avec mon fils, et quelle n'est pas ma surprise. Il était grand quand je l'ai quitté, mais il est maintenant gigantesque, occupant presque l'intégralité du sous-sol. Ses vrilles osseuses ont foré les plaques de béton et lui ont permis de s'insinuer dans les niveaux inférieurs. Il palpite, en attente de mon signal. Je lui envoie une pensée d'amour, puis lui intime d'entrer en action. Loin sous la terre, des glandes sécrétrices de la taille de petites cabanes de jardin relâchent des sucs puissants dans ses artères énormes. 3 cœurs monstrueux pompent le sang acidifié à outrance, tandis que des vésicules éclatent çà et là, libérant des torrents d'hormones. Les vaisseaux se gonflent, deviennent saillants sous cette peau grisâtre qui ne verra jamais la lumière du soleil ou des étoiles. Et sur un ultime battement, mon fils éclate. Des torrents de sang acidifié inondent les serveurs qui grésillent et s'éteignent. Dans les trompeurs du paradis numérique, des milliers d'âmes pécheresses s'éteignent en grésillant sans espoir de sauvegarde. Et soudain, la tour en face de moi vacille, puis s'enfonce sur elle-même de plusieurs mètres. Des fissures parcourent le sol du parking et le sol se dérobe sous mes jambes tremblantes. Je me détourne de ce spectacle cataclysmique et je m'éloigne en courant sur le sol anormalement incliné. Essoufflé, tiraillé de douleurs musculaires, je parviens à quitter la place en plein affaissement. Je cours. Je cours malgré la douleur qui transperce mes flancs, malgré mes jambes perclues de courbatures, malgré l'air froid qui brûle à travers mes poumons. Je sens sous la pluie dans la lumière glauque des réverbères. Je cours. Et puis je n'en peux plus. Et ma dos, c'est un mur humide. Pour la première fois depuis mon réveil, je prends le temps de m'examiner. Ma robe gris pâle est alourdie par l'eau froide et la saleté qui la macule. Je soulève l'ourlet avec appréhension. Je découvre mes cuisses poisseuses de sang et de liquide amniotique. Pas étonnant que je me sente aussi faible. Soudain, un bruit de moteur se fait entendre. Plusieurs voitures noires aux phares éclatants passent en trombe devant moi. Quelques minutes plus tard, j'entends le vrombissement d'un hélicoptère. Je ne dois pas rester là. Je marche dans les rues, dans la direction opposée à celle de l'immeuble. Mais la fatigue me fait tituber. Il faut que je trouve un endroit sécurisé où dormir et manger. Si je m'écroule dehors par ce temps, je ne me relèverai peut-être plus. Mais je suis si lasse. Soudain, une voix rauque m'interpelle. « Alors, ma jolie, on est perdu ?» Quel soulagement. Enfin un être humain dans ces rues froides et trempées. Je coasse une réponse inintelligible. « Ne t'inquiète pas, ce bon vieux Xato a toujours une place pour les pauvres filles perdues. » J'essuie la pluie qui dégouline sur mon visage et je regarde l'homme qui me fait face. De taille moyenne, il se tient à l'abri d'un grand parapluie.
J'adresse une prière silencieuse à Père pour qu'il m'octroie sa perspicacité. Ma prière est sans doute entendue, car je remarque son doigt orné de l'anneau des proxénètes. Je m'écroule à ses pieds en sanglotant. Je suis sauvé.